Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir associé à ce programme. Alors, comme vous savez, je ne vais pas m'attarder donc là-dessus, c'est-à-dire c'est une infection en fait, c'est une nouvelle pandémie. On sait que pour être optimiste que le Covid-19, donc 80% des cas, c'est une infection qui reste asymptomatique ou paucisymptomatique. Uniquement entre 15 et 20% des cas sont des patients qui vont nécessiter une hospitalisation et seulement 5% des cas vont être hospitalisés dans des milieux de réanimation. Alors maintenant, lorsqu'on regarde un petit peu les facteurs de risque pour les cas graves, on sait que l'âge, ça intervient, un âge à partir de 60 ans, la personne elle est à risque de développer une forme grave, mais sinon les comorbidités, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et puis les maladies respiratoires. Alors maintenant, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, c'était en fait la situation donc d'hier. Il y a à peu près 2 300 000 donc personnes dans le monde qui sont atteintes, qui présentent en fait cette infection qui est en fait active. Alors, on sait aussi qu'il y a à peu près 160 000 personnes qui sont déjà décédées à cause de ce coronavirus. Et puis, si on fait une petite analogie avec les cas des patients diabétiques dans le monde, et ce qui se passe par rapport à cette infection, on sait que dans le monde, à peu près, c'est entre 5 à 10% de la population qui présente en fait un diabète. Donc, si on fait un petit calcul, disons, on sait qu'il y a à peu près 230 000 de personnes en fait qui sont diabétiques et qui présentent ce coronavirus. Donc, ce n'est uniquement en fait c'est une petite projection. Alors maintenant, si on regarde la Tunisie, on sait qu'en Tunisie, notamment lorsque on se fie à des études, notamment l'étude qui a été faite en 2016 en accord avec l'OMS et puis avec la collaboration de la STEDIA, on sait qu'il y a à peu près 15% de la population tunisienne qui présente un diabète à partir d'un âge de 15 ans. Après le registre Atera, c'est à peu près 19% de la population tunisienne qui présente en fait un diabète. Maintenant, on a les chiffres tunisiens. Hier, on a à peu près aux alentours de 900 cas de patients atteints de Covid-19. Si on va dire qu'il y a 20%, donc on a à peu près entre 150 et 180 personnes en fait qui sont diabétiques qui présentent donc le coronavirus. Après, ce sont des chiffres qui doivent être confirmés par en fait les services d'épidémiologie. Alors maintenant, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, et notamment par rapport à cet article qui a été publié dans le JAMA, qui a concerné la région Lombardie en Italie, 15 090 patients ont été inclus dans ce travail. On voit ici que le diabète donc apparaît à peu près, il y a 17% donc des patients qui étaient diabétiques et qui étaient admis dans des unités de soins intensifs, notamment en Italie. Alors après, il y a un autre en fait papier qui vient en fait, il vient d'être accepté, un papier en fait qui a concerné une cohorte chinoise, et s'est intéressé à 15 090 patients. Et là, on a essayé de regarder le nombre de comorbidités. Et puis, les comorbidités, les différentes comorbidités, et on a essayé de regarder un critère de jugement composite qui est la mortalité, l'admission dans des unités de soins intensifs et la ventilation en fait invasive. Alors, ce qui ressortait dans ce papier, ce que plus on a en fait c'est-à-dire des comorbidités, on est à risque de faire les formes graves, notamment d'avoir un décès qui est plus important que lorsqu'on n'a pas de comorbidité. La même chose réapparaît aussi lorsqu'on regarde le nombre de comorbidités. Plus on a des comorbidités, plus le nombre est important, plus on est à risque de faire en fait des formes sévères, notamment d'avoir une surmortalité par rapport à des personnes qui présentent une comorbidité. Alors, récemment, il y a 2 jours, il y a une publication en fait américaine dans la région new-yorkaise qui confirme la même chose, c'est-à-dire le diabète est présent dans 25% des cas en fait des formes en fait sévères, des formes qui vont être hospitalisées et qui vont nécessiter de l'assistance respiratoire. Donc, une première conclusion, oui, le diabète prédispose à attraper tout d'abord l'infection, mais aussi des formes qui sont plus graves que le reste
de la population, notamment la population générale, qui ne présente pas notamment de diabète. Maintenant, est-ce qu'il y a des caractéristiques, en fait, des personnes diabétiques qui vont faire donc ce Covid? Alors, ce qu'on sait, ce que sont, comme je viens de dire, sont les formes les plus sévères. Dans cet article, on a essayé, en fait, c'était en fait un papier chinois. On voit ici, on a essayé de comparer les scanners des personnes diabétiques et non diabétiques qui étaient Covid positifs. Alors, ce qui ressortait, il y avait en fait une différence significative en matière de lésions radiologiques. Donc voilà, ce qui a été constaté, c'est que ces personnes diabétiques vont faire des formes plus graves, mais surtout une atteinte pulmonaire qui est plus fréquente et plus sévère que les personnes non diabétiques. Donc la même chose, on a regardé dans ce papier les paramètres en fait de l'inflammation. On a regardé les cytokines, on a regardé la ferritinémie, le bilan hépatique, les marqueurs de thrombose, etc., les dédimères, etc. Ce qui ressortait, qu'il y avait une différence significative entre diabétiques et non diabétiques, une différence significative en matière d'élévation de ces marqueurs de l'inflammation, ces marqueurs donc de la thrombogenèse et tous les paramètres, disant les paramètres de l'inflammation et de la maladie active. Donc il y avait en fait une différence donc qui était significative. Alors première conclusion, ce qu'on peut dire que le diabète prédispose à faire cette infection parce que de toute façon, ce sont les patients diabétiques qui sont vulnérables, qui sont plus fragiles, ils sont des personnes qui risquent d'avoir fait toute infection et notamment l'infection Covid, mais surtout c'est un élément donc de gravité, notamment les diabétiques non contrôlés, les diabétiques avec des comorbidités, des complications vont faire les formes qui sont plus graves et généralement l'hospitalisation en milieu de réanimation. Donc, on sait que ces patients diabétiques sont à risque de faire en fait des formes graves et d'être hospitalisés en réanimation. Ça, c'était la première conclusion. Alors maintenant, deuxième conclusion, lorsqu'on regarde en fait quels sont les facteurs de risque pour avoir des formes graves, notamment chez ces personnes hospitalisées pour le Covid-19, on revient à cette étude new-yorkaise. Ce qui ressort à côté du diabète, il y a aussi l'obésité, donc c'est confirmé. Pour l'obésité, il y avait 35% des patients qui étaient hospitalisés dans des milieux de réanimation, 35% étaient des patients qui sont obèses. Alors maintenant, ce qui ressort aussi, et j'estime en fait que c'est très important, parce que lorsqu'on regarde ici l'HTA, les maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires, le diabète, on sait plus on est âgé, plus on est à risque de faire en fait les formes graves, notamment en présence de ces comorbidités. Maintenant, lorsqu'on regarde l'obésité, c'est tout à fait le contraire, et notamment ici, lorsqu'on voit l'âge, un âge inférieur à 50 ans, on sait que ces personnes obèses, ils sont à risque, notamment lorsqu'ils sont jeunes, à faire des formes graves, notamment à être en fait admis, à nécessiter en fait une assistance respiratoire, notamment dans les milieux de réanimation. Donc, c'est un facteur de risque pour avoir un Covid grave, mais surtout c'est un facteur de risque qui réapparaît essentiellement chez la personne jeune. Alors, dans ce papier qui a été quand même publié dans une revue prestigieuse d'obésité, c'est Obesity, on a essayé de regarder les patients qui sont hospitalisés en milieu de réanimation et de faire la comparaison Covid positif et Covid négatif. Ce qui ressortait, ce que l'obésité, déjà, et la surcharge pondérale présentent en fait des facteurs de risque pour avoir en fait les formes graves, donc Covid-19, une chose qui n'apparaît pas réellement lorsqu'on n'a pas cette infection. Et plus le BMI est élevé, plus on est à risque d'avoir cette forme grave, et notamment lorsqu'on regarde le BMI supérieur à 40, c'est-à-dire dans les formes d'obésité morbide, il y a un risque de 14% pour choper en fait la forme grave et et d'être admis en fait en réanimation. La même chose, donc c'est confirmé dans une revue d'infectieux. C'est très important aussi en fait ces conclusions. Lorsqu'on regarde ici les personnes inférieures à un âge de 60 ans et les personnes âgées au-delà de 60 ans, ce qui réapparaît en fait ici dans ce papier, c'est très clair. Lorsqu'on a un âge inférieur à 60 ans, c'est-à-dire on est relativement jeune, avec un PMI supérieur à 35, on est à risque de faire une forme grave qui est multipliée par 2,2. Donc, lorsqu'on a un BMI supérieur à 35 et par 2 lorsque le BMI est entre 30 et 34 kg par mètre carré. Alors que lorsqu'on prend un âge supérieur à 60 ans, ça ne ressort pas. Donc, ça, c'était la deuxième conclusion, c'est en fait l'obésité. Alors maintenant, comment on explique ce lien positif et cette relation positive qui existe entre l'obésité et les cas Covid-19, les cas graves? C'est essentiellement, on sait de façon générale qu'il y a une altération
de l'inflammation, les marqueurs pro-inflammatoires sont élevés chez la personne obèse. Il y a une altération de la réponse immunitaire chez la personne obèse. Les personnes obèses sont à risque d'avoir un risque en fait plutôt thromboembolique plus important que la population générale. On sait aussi maintenant la nouvelle donnée concernant ce Covid, c'est une maladie qui est extrêmement thrombogène avec le risque thromboembolique qui existe avec l'obésité. On sait que ça va potentialiser donc cet effet. La même chose, on sait aussi que ces personnes obèses présentent quand même quelques difficultés de réanimation, que ce soit par rapport à l'intubation, par rapport à l'extubation, etc. Donc, cette population, elle est à risque, tout d'abord parce qu'il y a un risque thromboembolique important, mais aussi parce qu'il y a une modification de l'immunité, une modification de l'inflammation qui est observée chez ces patients, en fait, obèses de façon générale. Maintenant, la question, comment on va prendre en charge ces patients diabétiques Covid-19 positifs? À mon avis, on ne peut pas répondre à cette question de façon très simple, mais il faut avoir une dichotomie, c'est-à-dire une dichotomie de prise en charge. C'est-à-dire on doit regarder ces patients. Est-ce que ce sont des patients qui sont contrôlés, qui sont bien contrôlés? Est-ce que l'infection est grave ou n'est pas grave? Est-ce que ce sont des patients qui sont hospitalisés ou qui ne sont pas hospitalisés? Donc là, pour les personnes disant polysymptomatiques, qui ne sont pas sévères, qui présentent un diabète qui reste quand même bien équilibré malgré l'existence de l'infection, des personnes qui sont généralement confinées, soit chez elles, soit des personnes qui sont en isolement sanitaire. Là, si la personne n'est pas sévère et que son diabète reste équilibré, on invite ces patients à continuer le même traitement. Par contre, il faut renforcer la surveillance, c'est-à-dire on va renforcer la surveillance, on va dresser un rythme de surveillance de ces patients. Il faut bien sûr exiger donc un glucomètre. Et puis, si jamais le diabète commence à être déséquilibré ou que la personne commence à développer des signes respiratoires ou des signes systémiques, là, il faut hospitaliser les personnes et peut-être il faut changer leur traitement. Et là aussi, il y a une place qui reste très importante de cette téléconsultation et peut-être de la télémédecine. Maintenant, le deuxième cas de figure sont les patients sévères. Les patients sévères, d'emblée sévères, où il y a eu une aggravation très rapide vers les formes graves, où il y a une assistance respiratoire, ces personnes vont être hospitalisées, on va adapter leur traitement et généralement, on va voir comment on va adapter leur traitement. Et là, je vous invite à lire un article, en fait, un papier qui vient de paraître il y a à peu près 4 jours dans une revue vraiment très prestigieuse, c'est l'Endocrine Reviews. C'est une revue, en fait, des médicaments et la relation qui existe entre ces médicaments qu'on utilise chez le diabétique et le coronavirus. Donc là, il y avait en fait toutes les études, que ce soit in vivo, que ce soit in vitro, qui sont intéressées en fait au traitement antidiabétique, que ce soit antidiabétique, notamment essentiellement antidiabétique oral, que ce soit l'insuline, mais aussi est-ce qu'il existe ou pas des interactions avec le coronavirus dans une revue qui est très intéressante. Alors maintenant, par rapport aux médicaments, qu'est-ce qu'on va changer en cas de Covid? Ce qu'on sait qu'en 2020, on a plusieurs médicaments qui sont mis sur le marché, que ce soit le marché tunisien, que ce soit le marché international. On a des molécules qui sont assez anciennes, notamment la metformine, les sulfamides. On a des médicaments qui sont moins anciens, notamment les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, les glitazones, qui sont plus commercialisés en Tunisie, les glinides. Et puis, on a des nouveaux médicaments, ce qu'on appelle les incrétinomimetiques, notamment les agonistes GLP1 et les inhibiteurs DPP4. Et puis, on a les inhibiteurs SGLT2, très récemment mis sur le marché tunisien. Et puis, on a l'insuline. Alors maintenant, lorsqu'on regarde ces médicaments, de façon très générale, je ne vais pas détailler le mécanisme d'action de ces médicaments. Ce qu'on sait, la metformine reste quand même le premier médicament qu'on utilise chez la personne diabétique de type 2 insulino-résistante. Généralement, ça va agir au niveau périphérique, mais aussi ça agit au niveau du foie. C'est le premier médicament qu'on utilise. Sinon, on a des médicaments qui vont stimuler la sécrétion d'insuline, notamment les glinides et les sulfamides. On a l'insuline. Et puis, on a des médicaments qui vont agir avec un système, ce qu'on appelle le système incrétine. Ce sont des médicaments qui vont solliciter ces incrétines essentiellement le GLP1, qui est sécrété par l'intestin, qui possède des récepteurs un peu partout dans l'organisme, entre autres
au niveau de la cellule bêta qui va stimuler la sécrétion d'insuline qui est généralement glucose dépendante. Alors, le problème avec ce GLP-1, le problème, c'est que ce GLP-1 est dégradé de façon très rapide par une enzyme qui s'appelle la D-peptide peptidase de type 4. Donc, sur le marché, on a deux types de médicaments, un crétinomimétique. On a ce qu'on appelle les agonistes GLP-1 et on a les inhibiteurs, donc DPP4. Ça, d'un côté. De l'autre côté, on a une nouvelle classe thérapeutique aussi, une classe très importante parce que cette classe, on commence à l'utiliser actuellement en Tunisie. Et puis, c'est une classe thérapeutique qui a démontré certainement l'efficacité en matière d'abaissement de glycémie, d'hémoglobine glyquée, etc. Mais il y a un rôle cardioprotecteur très important, notamment la maladie cardiovasculaire de façon donc athéromateuse de façon générale, mais aussi la diminution de risque d'insuffisance cardiaque observée chez les personnes diabétiques traitées par cette classe thérapeutique. Alors, comment ça agit en fait? Ça agit au niveau rénal, ça diminue la réabsorption du glucose au niveau donc de tube contourné proximal, donc ce sont des médicaments glucosuriques. Après, on a les autres médicaments qu'on utilise. Alors, la metformine. La question, est-ce qu'il faut arrêter ou pas la metformine si on a un patient diabétique Covid positif? La réponse de façon très générique est non. C'est-à-dire, si la personne est bien équilibrée, n'est pas hospitalisée, elle est aussi symptomatique, là, on ne va pas arrêter la metformine. Par contre, si l'infection devient grave et que la personne est hospitalisée dans des milieux de réanimation ou que la personne présente un état en fait actif du Covid-19, le risque c'est quoi? Le risque c'est la défaillance multiviscérale, d'avoir une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque. Là, une grande méfiance, bien sûr, il faut arrêter la metformine, passer à l'insuline, notamment pendant la période donc aiguë, et il y a plusieurs protocoles pour commencer l'insuline, notamment dans les milieux de réanimation. Donc là, l'arrêt s'impose pour les infections sévères à cause de ce risque de défaillance multiviscérale. Alors, les sulfamides, aussi, c'est la deuxième classe utilisée, notamment en Tunisie, pour traiter les patients diabétiques. Le principal risque, c'est l'hypoglycémie. Donc, la même chose, on ne va pas arrêter pour les personnes qui sont en fait bien équilibrées, etc. On ne va pas arrêter les sulfamides. Mais si jamais la personne commence à avoir un diabète déséquilibré à cause de l'infection, que la personne peut-être va développer les formes graves, là, il faut arrêter les sulfamides et passer à l'insuline. Inhibiteur SGLT2. Je viens de dire que ces médicaments agissent en diminuant la réabsorption du glucose au niveau rénal, ce sont des médicaments glucosuriques. Alors, on peut avoir quelques effets indésirables, notamment les infections, notamment de l'appareil gynéco-urinaire. Mais il y a une autre complication qui a été rapportée, en fait, c'est de façon exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle les acidocétoses euglycémiques. Ces acidocétoses ont été observées en utilisant les inhibiteurs SGLT2. Alors, ce qu'on a observé avant en rapport ou quels sont les facteurs qui prédisposent à développer cette complication qui reste quand même, comme je viens de dire, exceptionnelle, c'est essentiellement les hypocalémies, les déshydratations, les polymédications, etc. Donc là, ce qu'ils disent, en fait, il y a quelques recommandations qui disent ça, que en cas d'infection Covid-19 active, et qu'il y a un risque de l'évolution vers les formes graves, il faut arrêter ces médicaments, les inhibiteurs SGLT2, et passer à d'autres médications, notamment à l'insulinothérapie. Donc là, ils sont assez clairs, donc il vaut mieux éviter cette classe thérapeutique, malgré que c'est une bonne classe, notamment en matière de protection cardiovasculaire. Alors, la dernière classe que je vais développer avant la suite sont les incrétinomimétiques. Donc, comme je viens de dire, ce sont des incrétines qui sont sécrétées par l'intestin. Et là aussi, dans cette revue, ils disent que, on sait que le Covid-19, dans certains cas, et notamment entre 5 à 10% des cas, on a les formes, ce qu'on appelle les formes digestives, qui vont se manifester par des diarrhées. Ils disent que, voilà, on peut avoir une interaction et on peut avoir, notamment avec le système incrétine, on peut avoir en fait une altération des incrétines, notamment en présence de diarrhée. Donc là, il faut se méfier des formes digestives. Donc généralement, il faut éviter ces médicaments. Sinon, pour le reste, notamment les analogues GLP-1, il faut donc, comme je viens de dire, une vigilance dans les formes digestives. En cas d'insuffisance rénale, on peut utiliser ces médicaments, mais il faut adapter les doses, notamment lorsque la clairance est supérieure à 30 millilitres par minute. Mais sinon, si jamais la personne devient déséquilibrée, etc., il ne faut pas hésiter à passer à l'insuline.
Donc ça, d'un côté, ça c'est concernant les analogues GLP-1. On a dit que les GLP-1 sont dégradés par cette enzyme qui est la DPP4 et on a aussi une classe thérapeutique qui est en fait ce qu'on appelle les inhibiteurs DPP4 qu'on utilise notamment pour traiter les patients diabétiques de type 2. En fait, ce sont des médicaments qui sont donnés par voie orale. Alors ici aussi, j'attire votre attention que par rapport à ce coronavirus, parce que jusque-là, on parle beaucoup du coronavirus avec le tropisme, avec l'enzyme de conversion de type 2, mais ce qu'il faut savoir, ça a été en fait attesté depuis en fait une dizaine d'années que le coronavirus aussi peut se fixer sur cette enzyme qui est la DPP4. Donc la dipeptide peptidase type 4 peut avoir en fait un coronavirus qui se fixe et en fait c'est un site d'action en fait de coronavirus. Donc là, la grande question, est-ce qu'il faut maintenir ou pas les inhibiteurs DPP4? Et là, on regarde, lorsqu'on va regarder de près, et ça, j'estime que c'est très important, que le DPP4 a été observé comme étant un site donc d'interaction avec le coronavirus, notamment dans les MERS-CoV et pas dans le coronavirus qu'on retrouve dans le Covid-19. C'est-à-dire ce nouveau virus, il ne va pas se fixer sur la DPP4. De façon générale, le coronavirus, notamment ce qui a été observé dans les MERS, il y avait un tropisme sur le DPP4. Et puis de l'autre côté, on sait que les inhibiteurs DPP4, ça a été prouvé, que ce soit in vitro, que ce soit in vivo, ils n'interagissent pas avec le système immunitaire. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas arrêter ces médicaments. On peut les poursuivre, notamment pour les personnes qui restent équilibrées avant de passer à l'insuline. Donc, la conclusion de ce papier, c'est que le DPP4, c'est un site où le coronavirus peut se fixer, notamment le coronavirus observé dans le MERS-CoV et pas dans le Covid-19. Et ça aussi, ça a été un peu clair dans ce papier. Alors les traitements, sinon, alors si jamais la personne reste déséquilibrée, l'insulinothérapie reste quand même le meilleur traitement, notamment dans les formes graves, en milieu de réanimation, etc. Il y a plusieurs protocoles. Il y a l'insuline qui peut être administrée au début par voie sous-cutanée, mais après, dans les formes où on a des décompensations aiguës, des acides de cétose, les formes graves, l'insuline peut être donnée par voie parentérale, on peut donner par PAMP, on peut donner à la post-seringue électrique, et puis les protocoles vont différer selon donc les services de réanimation et les habitudes de services de réanimation. Mais là, ça reste quand même le meilleur traitement qu'on peut utiliser dans les formes sévères, dans les formes graves, dans les formes déséquilibrées. Donc, ça reste le meilleur médicament qu'on peut utiliser. Alors, à la fin, je vais juste présenter de façon très brève une conduite à tenir qui a été proposée par la Société tunisienne d'endocrino et de diabète et de maladies métaboliques. Donc, ça a été proposé et discuté par certains membres de la STEDIAM. Et là, bon, ce ne sont pas réellement des recommandations parce que si on veut faire des recommandations, peut-être dans le futur proche, on fera nos recommandations avec l'ENIAS, mais c'était en fait une conduite à tenir qui a été discutée à l'échelle de la STEDIAM. Alors là, qu'est-ce que disent que dit cette conduite à tenir? Elle dit qu'il y a des critères, il faut fixer certains critères d'hospitalisation, notamment pour les patients diabétiques Covid positifs. Un parmi ces critères, notamment si on a une urgence métabolique, quelqu'un qui est décompensé, qui présente une cétose, une hyperosmolarité, des hypoglycémies sévères avec un Covid, cela va de soi, la personne doit être hospitalisée. Les patients qui sont déséquilibrés, alors lorsqu'on a une glycémie supérieure à 3 grammes par litre, généralement ce sont des personnes qui vont développer ce qu'on appelle la diurèse osmotique. Après, on peut avoir une hyperosmolarité et même de décompensation donc métabolique. Là aussi, il faut se méfier, il faut hospitaliser ces personnes. L'impossibilité d'autosurveillance aussi, ça a été en fait discuté, est-ce qu'il faut hospitaliser ou pas? Généralement, il faut éviter l'hospitalisation, mais si jamais la personne présente des glycémies qui sont élevées et qu'elle ne peut pas s'autosurveiller, là aussi c'est une indication pour les hospitaliser. Les personnes âgées, parce que l'âge, c'est un facteur de risque pour les formes graves à partir d'un âge de 60 ans, dont nos guidelines, entre parenthèses, on a exigé un âge supérieur ou égal à 65 ans avec un Covid positif, oui, la personne doit être hospitalisée. Et puis aussi les diabétiques de type 1, parce que de toute façon, on va instaurer de l'insuline, il faut les éduquer, bien que le contexte est un peu particulier. Alors, la surveillance du profil glycémique, on préfère que le patient lui-même fasse cette autosurveillance, sinon c'est l'infirmier et là on va prendre toutes les mesures de protection de notre personnel médical et paramédical pour faire l'examen et pour faire l'autosurveillance de ces patients et toujours la désinfection, le port de masque FFP2, c'est un matériel bien sûr à usage unique et puis un nettoyage, une désinfection notamment du lecteur glycémique après l'utilisation.
Maintenant, est-ce qu'il faut rechercher les corps cétoniques, oui ou pas? Oui, la réponse est oui. Généralement, lorsqu'on a des glycémies supérieures à 3 grammes ou même 2,5 grammes dans un contexte donc d'asthénie, d'infection, etc., il faut chercher les corps cétoniques. Sinon, donc, on a proposé un modèle d'autosurveillance pour ces patients. Alors maintenant, la dernière question par rapport à ces personnes diabétiques, par rapport aux médicaments. Est-ce qu'il y a certains médicaments, est-ce qu'il y a certaines mesures qu'il faut suivre pour, notamment en matière thérapeutique, pour ces patients diabétiques? Bon, je ne vais pas m'attarder sur les AINS parce que ça a été débattu en long et en large, notamment par les sociétés savantes. Il faut éviter les AINS. La corticothérapie, si la personne prend déjà des corticoïdes, déjà pour une autre indication, notamment un asthme, une maladie de système, une connectivité, etc., on ne va pas arrêter les médicaments et le traitement doit être adapté par le médecin qui a prescrit. En cas de fièvre, le seul qui est autorisé, c'est le paracétamol. Alors, pour les patients, on va voir tout à l'heure avec Dr Kamoun les endocrinopathies. Donc, juste ici, notamment les diabétiques de type 1, généralement peuvent avoir d'autres maladies, notamment endocriniennes, la maladie d'Addison. Et là, il ne faut pas arrêter aussi l'hydrocortisone, il faut poursuivre le médicament. Et puis, l'aspirine, puisque c'est un INS. Et là, la question, est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Parce qu'on sait que nos patients diabétiques, généralement, sont des patients à très haut risque cardiovasculaire. Parfois, ils ont fait déjà, ils ont leur maladie athéromateuse. Est-ce qu'il faut arrêter ou pas l'aspirine? Là, ce qu'il faut savoir, que l'aspirine, dans cette indication, elle est donnée à titre anti-agrégante plaquettaire, c'est-à-dire dans un but préventif. Et là, c'est une petite dose et généralement, on va poursuivre. Donc, l'aspirine, on ne va pas l'arrêter à cette dose, c'est une petite dose de toute façon qui est donnée pour une autre raison. Les antihypertenseurs aussi, je ne vais pas m'attarder, juste pour dire que voilà, il faut poursuivre les bloqueurs du système rénine-angiotensine chez les patients diabétiques hypertendus ou les patients qui prennent ces médicaments dans un but de néphroprotection ou de cardioprotection. De toutes les manières, il y a eu des prises de position, notamment par les sociétés savantes, qui disent que voilà, il faut continuer ces médicaments et que l'arrêt peut entraîner une surmortalité, notamment par maladie cardiovasculaire. Alors, de façon générale, est-ce qu'il y a des mesures à prendre par les personnes diabétiques? Oui, ce sont des précautions générales, comme la population en générale, l'éviction sociale, le confinement, le port de masque, etc. Mais en même temps, donc il faut insister sur le bon contrôle glycémique et un autre paramètre, disons entre parenthèses, un autre paramètre qu'ils ajoutent, c'est le mois de Ramadan. D'ici quelques jours, on aura le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on sait qu'il y a déjà, à cause déjà du confinement, il y avait c'est-à-dire une non-observance, notamment diététique. Avec le mois de Ramadan, il y a des écarts de régime qui vont s'observer de façon importante. Donc ici, il faut se méfier, il faut éduquer les patients pour la prise médicamenteuse, pour adapter les doses pour les personnes qui vont faire le jeûne et aussi pas d'écart de régime, notamment pendant le mois de Ramadan, avec aussi un état de stress qui est augmenté, notamment avec le confinement. Donc ici, il faut être vigilant, notamment pendant cette période. Alors en conclusion, on va dire qu'il y a un impact direct de ce virus sur l'équilibre des patients diabétiques. Il faut adapter le traitement antidiabétique en cas de besoin. Les patients qui restent équilibrés, qui sont polysymptomatiques, on va les garder sous leur traitement, mais à condition de s'auto-surveiller. Les personnes qui présentent les formes graves, qui sont hospitalisées, généralement, il faut passer donc à l'insuline. Et puis, on sait que le diabète donc prédispose à avoir les formes graves. Les complications les plus sévères sont observées chez les diabétiques avec des maladies cardiovasculaires et notamment les personnes obèses. Donc ici, notamment la personne obèse jeune, là, il faut se méfier et insister pour prendre les mesures, etc., nécessaires pour éviter en fait grave de consulter à temps, etc. Et à la fin, peut-être j'ouvrirai des perspectives, notamment pour la télémédecine, à mon avis. C'est maintenant qu'il faut utiliser cette télémédecine, même s'il y a des projets un peu partout, en Tunisie, en Afrique. Peut-être c'est le moment ou jamais donc de réaliser ces projets, incluant la télémédecine dans la prise en charge de nos patients, notamment chroniques. Je vous remercie.